pourparlers de paix devant mettre fin au conflit qui ravage le Soudan du Sud sont suspendus. L'annonce a été faite dimanche par la médiation. Le virus Ebola continue de défrayer la chronique. Au Libéria, en Sierra Leone ou aux États-Unis, les actions se multiplient pour limiter sa propagation. Dilma Rousseff et Aécio Neves en lice pour le second tour de la présidentielle au Brésil. C'est ce qui ressort des résultats du scrutin de dimanche. C'est un grand plaisir de vous retrouver sur Sika TV. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Nous allons commencer par le Soudan du Sud. Les pourparlers de paix entamés en janvier en Éthiopie ont été à nouveau suspendus. Ces pourparlers étaient destinés à mettre fin au conflit qui ravage le pays depuis bientôt 10 mois. L'annonce de la suspension a été faite dans la journée de hier dimanche par la médiation. Reportage. Les négociations de paix sous l'égide de l'autorité intergouvernementale pour le développement IGAD ont été ajournées pour permettre à toutes les parties prenantes de mener des consultations, a annoncé l'organisation est-africaine assurant la médiation dans un communiqué. Bien que divers points d'accord aient été trouvés, souligne l'IGAD, les quelques questions en sursis sont cruciales et requièrent que les parties au plus haut niveau prennent des décisions importantes pour sauver la vie de leur peuple et de la nation sans délai. L'actuelle session des négociations visant à trouver une issue durable au conflit qui a éclaté le 15 décembre 2013 au sein de l'armée sud-soudanaise, minée par des antagonismes politico-ethniques exacerbés par la rivalité à la tête du régime entre le président Salva Kiir et son ancien vice-président Riek Machar, s'était ouverte le 22 septembre à Bahir Dar, dans le nord-ouest de l'Éthiopie. Ces négociations devaient notamment porter sur la formation d'un gouvernement de transition et d'unité nationale. L'IGAD avait également donné jusqu'au 9 août pour former ce gouvernement, mais ce délai avait expiré sans résultat. Les belligérants ont également signé plusieurs engagements à cesser les hostilités qui n'ont jamais été respectés sur le terrain. Les négociations ont également connu plusieurs interruptions et reprises depuis leur ouverture en janvier à Addis Abeba et n'ont jusqu'ici connu que peu d'avancées concrètes. Précisons que le conflit, marqué par des massacres et atrocités sur des bases ethniques, a fait des milliers, voire des dizaines de milliers de morts depuis la mi-décembre 2013 et chassé de chez elle plus de 1,5 million de personnes. Le pays est en outre menacé de famine selon l'Organisation des Nations Unies et les ONG qui y travaillent. Sultan Ould Badi, un djihadiste malien proche du mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest, a revendiqué dimanche la récente attaque ayant fait 9 morts parmi des soldats de la mission de l'ONU à Bamako. L'attaque a ciblé vendredi dernier un convoi du contingent nigérien de la mission de l'ONU au Mali, MINUSMA, dans une localité de la région de Gao. La MINUSMA, on se souvient, avait fait état d'un bilan provisoire de 9 morts, indiquant par la même occasion qu'il s'agit de l'attaque la plus meurtrière perpétrée contre des casques bleus depuis le début de leur déploiement en juillet 2013. Et puis peur, zigzanie, prière, voilà autant d'effets qu'entraîne le virus Ebola à travers le monde. Nous vous proposons ici de suivre un récapitulatif de l'évolution de la maladie dans ce reportage. Le caméraman américain qui a contracté le virus de l'Ebola au Libéria a été évacué dimanche de Monrovia, d'après une source humanitaire. Il s'agit de Ashoka Mopo, un caméraman freelance recruté mardi par la chaîne de télévision américaine NBC. Le lendemain, il a été mis en quarantaine dans un centre de traitement de Médecins sans frontières. C'est le 4e Américain contaminé dans ce pays et le premier journaliste étranger atteint depuis le début de l'épidémie qui a emporté plusieurs journalistes locaux. Pendant ce temps, les autorités américaines doivent gérer aussi la peur de la contamination du côté des États-Unis. Et ce, depuis le diagnostic du premier cas d'Ebola hors Afrique. L'inquiétude de la contamination paraît grandir malgré d'importants efforts de communication au quotidien déployés par les autorités sanitaires pour rassurer.
Jusqu'à présent, 6 Américains au total, dont 3 médecins, ont été infectés par Ebola en Afrique de l'Ouest. Un médecin américain de nouveau hospitalisé au cours du week-end après avoir été traité en septembre contre le virus Ebola ne souffre d'aucune nouvelle infection liée à cette maladie. Annonce faite tard dimanche par les autorités sanitaires. Quant au Hadj, il a été entouré de strictes mesures destinées à protéger les pèlerins de 2 virus mortels, la fièvre Ebola et le coronavirus MERS. Les autorités ont affirmé n'avoir enregistré aucun cas d'infection. Par ailleurs, en Sierra Leone, les fidèles de l'église catholique Saint-Anthony à Freetown prient pour les victimes du virus Ebola. Nous prions toujours contre la maladie. Tous les jours, nous allons à l'église. Nous prions toujours pour que la maladie s'éloigne de nos membres et de l'église ou d'autres personnes à l'extérieur, à l'hôpital, les enfants. Les révérends coopèrent vraiment pour passer le message aux gens. Ils nous conseillent toujours de prendre soin de nous. Ils font un très bon travail. Nous n'avons pas besoin seulement d'être au courant, mais nous devons être conscients de la gravité de la situation et aussi de trouver une prévention quant à la façon de le combattre. Notons qu'un cas mortel de contamination par la fièvre hémorragique à virus de Marburg a été recensé en Ouganda chez un membre du personnel d'un hôpital de Kampala. L'information a été apportée dimanche par le gouvernement ougandais. Le virus Marburg est en fait de la même famille que celui d'Ebola et figure comme lui parmi les agents pathogènes les plus virulents chez l'homme selon l'Organisation mondiale de la santé. Direction maintenant l'Afrique du Sud. Le procès de l'homme d'affaires sud-africain d'origine indienne accusé d'avoir assassiné son épouse en 2010. Ce procès donc débute ce lundi. Ce procès très attendu se déroulera à la haute cour de la province du Cap occidental au sud-ouest de l'Afrique du Sud. Reportage. Le procès de l'homme d'affaires britannique, le millionnaire Shrine Diwani, inculpé de complot en vue de commettre un enlèvement, vol aggravé, meurtre et obstruction du cours de la justice, s'ouvre sur une grande interrogation. Pourquoi la lune de miel a-t-elle tourné au drame, laissant sans vie la jeune mariée? En effet, lors de leur lune de miel en 2010, le Tassi de Diwani avait été braqué par 2 hommes armés dans un township du Cap. Shrine avait été libéré indemne. Mais Annie, la jeune Suédoise de 28 ans, avait été tuée d'une balle dans le cou. Depuis, c'est tout un mystère autour du crime crapuleux. Avec l'ouverture du procès, la famille espère bien savoir ce qui s'est réellement passé. Nous nous rapprochons de ce que nous recherchons. Ce n'est pas toute l'histoire le plus important. Mais nous voulons juste savoir ce qui est arrivé à Annie. Et ce pas de plus va dans la bonne direction. Nous sommes donc ravis. Shrine Diwani, 34 ans, après avoir tout fait pendant 3 ans pour bloquer son extradition vers l'Afrique du Sud, mettant en avant une précaire santé mentale, sera bien dans le boss des accusés. Précédemment, 3 Sud-Africains, dont le chauffeur du taxi, avaient été condamnés à des peines de prison, dont la perpétuité pour celui qui avait avoué le meurtre. Unanimement, ils affirment que l'époux a commandité le meurtre, mais ce dernier nie toute implication dans la disparition de sa femme. Le parquet, selon les médias sud-africains et britanniques, devrait argumenter qu'il est homosexuel et qu'il a fait assassiner sa femme pour échapper à un mariage arrangé par sa famille d'origine indienne comme celle d'Annie. Toujours sur le continent africain, l'armée somalienne et les forces de l'Union africaine ont réalisé une prouesse hier dimanche. Ceci en prenant le contrôle de la ville de Barawe. Il s'agit du dernier port somalien d'importance aux mains des Chebab et c'est aussi un bastion crucial pour le financement de leurs activités. Les troupes somaliennes de l'Union africaine en Somalie, à Amisom, se sont emparées dimanche de Barawe, capitale de facto des Chebab et dernier port d'importance encore entre leurs mains. Barawe, crucial pour le financement des Chebab, était l'objectif principal avoué de l'opération Océan Indien, lancée fin août par l'Amisom et l'armée somalienne et qui a permis de reprendre une dizaine de localités aux islamistes, dont le sud et le centre de la Somalie. C'est un port très important. D'abord, ça fait rentrer beaucoup de devises pour le pays. Comme ça, avec ces rentrées, le pays pourra construire des écoles, rétablir les routes, construire des hôpitaux, mais aussi la population va recevoir beaucoup de recettes. En plus de cela,
Le port servait pour les entrées des terroristes Al-Qaïda et autres entraîneurs des Al-Shabaab. La chute de Baraoui est un nouveau coup sérieux porté aux Chebab qui ont fait allégeance à Al-Qaïda un mois après la mort de leur chef suprême, Ahmed Abdi Godan, tué début septembre par une frappe aérienne américaine dans la province de Bas-Tchabel où se trouve Baraoui. L'AMISOM a annoncé dans un communiqué que ses troupes et l'armée somalienne avaient libéré la ville située à environ 200 km au sud-ouest de Mogadiscio sans grande résistance de la part des terroristes Chebab. Les Chebab ne cessent de reculer militairement depuis mi-2011 face à la puissance de feu supérieure de l'AMISOM dont les effectifs ont été portés début 2014 à 22 000 hommes. Ils ont abandonné le combat conventionnel pour des actions de guérilla et des attentats parfois spectaculaires, notamment à Mogadiscio, mais aussi au Kenya et à Djibouti, qui fournissent des troupes à l'AMISOM. Les islamistes qui continuent de contrôler de vastes zones rurales et des axes routiers reliant les localités conquises par les troupes somaliennes et l'AMISOM restent une menace importante pour la sécurité en Somalie et dans la région, rappellent les spécialistes. Rendons-nous à présent au Brésil où les résultats de la présidentielle de dimanche sont tombés. Ils donnent la présidente sortante Dilma Rousseff en tête, suivie de Aécio Neves, le candidat du Parti social-démocrate brésilien. Tous les deux s'affronteront le 26 octobre prochain pour un second tour. Dilma Rousseff en tête du premier tour de la présidentielle brésilienne. Avec près de 42% des voix, la présidente sortante et candidate du Parti des travailleurs croit en ses chances de briguer un nouveau mandat. Comme nous le disons, au temps de la lutte, de la résistance, la lutte continue. Je veux le répéter, la lutte continue. Une lutte qui sera sans aucun doute une fois de plus victorieuse. Face à Dilma Rousseff pour le second tour de la présidentielle du 26 octobre, on retrouve Aécio Neves du Parti social-démocrate brésilien. Il a obtenu un score d'environ 34%, bien supérieur aux 26-27% annoncés par les sondages à la veille du scrutin. J'en appelle à tous nos militants et sympathisants, y compris ceux qui souhaitaient une victoire au premier tour. Il ne faut pas se démobiliser. Parce que la campagne n'est pas encore finie, nous ne sommes qu'au milieu du chemin. Nous allons aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout, un rêve perdu pour Marina Silva, pourtant donnée favorite du scrutin. Elle, qui avait remplacé en début de campagne le candidat initial du PSB, Eduardo Campos, décédé dans un accident d'avion le 13 août, s'en sort avec environ 22% des voix aux grandes dames de ses supporters. Dans le fond, on y croyait comme en 2010. Jusqu'au dernier moment, on croyait qu'elle gagnerait. Pour sa part, Marina Silva a pris acte de sa défaite. Elle laisse cependant planer le suspense sur ses consignes de vote au second tour. Nous avons une alliance avec différents partis et nous nous sommes mis d'accord sur le fait de prendre une décision ensemble. Respectons notre programme qui est ce lien qui nous unit. En attendant cette décision, la campagne du second tour promet d'ores et déjà une bataille acharnée entre Dilma Rousseff et Aécio Neves pour allier les voix de Marina Silva. Une information en bref, Hong Kong a enregistré ce lundi matin une reprise sensible de son activité à la faveur d'une démobilisation d'une partie des manifestants pro-démocratie. Ces derniers n'ont obtenu aucune concession et apparaissent maintenant divisés sur la suite à donner au mouvement. Après la nuit la plus calme depuis le 28 septembre dernier, les Hongkongais sont retournés nombreux au travail ce lundi matin. Les écoles ont même rouvert progressivement leurs portes et la circulation s'est densifiée aux endroits les plus touchés par les blocages. Dans les quartiers d'Admiralty, les fonctionnaires employés au siège du gouvernement ont pu même reprendre le travail ce lundi matin. Et puis Euro Disney, l'exploitant de Disneyland Paris, a annoncé ce lundi un projet de récapitalisation d'1 milliard d'euros. Un projet soutenu et garanti par sa maison mère américaine, The Walt Disney Company. Reportage.
Le groupe souffre depuis ses origines d'un problème de dette abyssale et fait les frais de la conjoncture morose des dernières années qui a entraîné une désaffection des visiteurs. Le plan devrait se traduire par une probable offre publique d'achat et pourrait aboutir à un retrait d'Euro Disney de la Bourse de Paris. Il devrait permettre à l'entreprise d'améliorer sa situation de trésorerie d'environ 250 millions d'euros et de réduire significativement son endettement pour le ramener sous le milliard d'euros contre 1,7 milliard actuellement. La recapitalisation prévoit un apport en espèces d'environ 420 millions d'euros réalisé ou garanti par Disney par le biais d'augmentation de capital d'Euro Disney et de sa principale filiale opérationnelle. Il prévoit aussi la conversion pour un montant de 600 millions d'euros d'une partie des créances détenues par Disney dans le cadre d'augmentation de capital d'Euro Disney et de sa principale filiale opérationnelle. Le plan se traduira aussi par le report du remboursement de prêts accordés par Disney ainsi que la consolidation des lignes de crédit existantes consenties par Disney en une unique ouverture de crédit renouvelable d'un montant de 350 millions d'euros et venant à échéance en 2023. Le groupe précise qu'en raison de la réglementation applicable, Disney serait in fine dans l'obligation d'initier une offre publique d'achat sur les actions d'Euro Disney, ce qui pourrait aboutir à un retrait de l'entreprise de la Bourse de Paris. Disneyland Paris est la première destination touristique en Europe, mais la dégradation de l'environnement économique et le poids de la dette du groupe ont fortement impacté ses recettes et sa liquidité, déclare Tom Walber, le nouveau président d'Euro Disney qui a pris ses fonctions mi-septembre. Cette proposition de recapitalisation d'Euro Disney est essentielle pour renforcer sa solidité financière et permettre au groupe de continuer à investir dans le parc afin d'améliorer l'expérience visiteur, ajoute-t-il dans le communiqué. La page magazine de ce journal à présent, le Nutella serait-il en train de devenir une douceur chocolatée de luxe? En tout cas, la Turquie, premier pays producteur de noisettes au monde, est touchée par une crise due à une mauvaise récolte, entraînant du même coup un bondissement du cours de la noisette. Adnan est déjà en train de préparer son verger de noisetiers pour la prochaine récolte. Dans la région de Trabzon, sur les bords de la mer Noire, c'est toute la filière de la noisette qui a été touchée par les intempéries du printemps dernier. Cette année, à cause de la grêle, on n'a pas eu la production qu'on a habituellement. Cette année, on a récolté 80 kilos environ. Normalement, on aurait dû avoir 150 kilos, entre 150 et 200 kilos. Conséquence, la production de la noisette de Turquie, premier producteur mondial avec 80% des récoltes, a baissé d'un tiers et les prix se sont envolés. L'an dernier, si le kilo était à $3, cette année, il est au-dessus de $5, $5,50. Une aubaine pour les agriculteurs, mais la météo n'est pas seule responsable de la hausse des prix. Depuis que l'État turc a libéralisé le marché il y a 4 ans, les cours du fruit sec n'ont cessé d'augmenter. Une tendance qui inquiète la chambre de commerce de Trabzon, car à trop vouloir faire baisser l'offre sur le marché mondial, par la création de stocks par exemple, la noisette turque pourrait perdre sa place de championne. Si vous mettez un prix trop élevé, vous ne vendrez pas. Il faut que les gens soient conscients. Ça fait 150 ans que les Européens viennent acheter nos noisettes pour le chocolat et l'industrie de la pâtisserie. Mais hormis l'Europe, malheureusement, nous n'avons pas d'autres débouchés. Les Européens ne vont pas y renoncer, mais s'ils se détournaient de la noisette turque, alors elle ne vaudrait plus rien. Pour l'instant, cette situation frappe de plein fouet l'industrie mondiale du chocolat. Dans cette usine de la banlieue de Trabzon, on traite 25 000 tonnes de noisettes par an. C'est la plus grande de Turquie. Ces noisettes entrent dans la composition de chocolat, barres chocolatées céréales et bien sûr, pâte à tartiner dégustée aux 4 coins du globe. Cette année, c'est sûr, ces noisettes seront vendues plus chères aux confiseurs et chocolatiers industriels. Pour diminuer le coût, là où ils mettent 10% de noisettes, s'ils n'en mettent que 2 ou 3%, est-ce qu'on retrouvera le même goût? Sans doute que non. C'est sur le prix de vente que cela va changer. Ils ne vont pas diminuer la qualité, alors à mon avis, ils vont devoir répercuter cette hausse sur le prix de vente.
Pas de pénurie de Nutella à prévoir donc, mais une hausse de prix plus certainement. Ferrero, propriétaire italien de la célèbre gourmandise, déterminera en octobre le prix de sa pâte à tartiner. C'est sur ce reportage que nous mettons un terme à ce journal que j'ai été ravie de vous avoir présenté. Très bonne suite de programme sur SICA.